J'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà?
Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un... Et messieurs, dames, bonjour à tous les copains, bonjour à tous, bande d'affreux Jojo. J'espère que vous allez bien les amis. Il est l'heure du Juste Bistrot. 28 août 2024, on se rapproche gentiment de septembre, de la rentrée. On y est maintenant. Là ça y est, là, ça sent les cahiers à spirale, ça sent les crayons gris, ça sent les cartables. On peut le dire, ça sent les cartables, les amis. Mais en attendant tout ça, déjà, je vais rapprocher ma lumière. Ce qui sera déjà, voilà, ça va nous mettre dans des conditions un peu plus sympatoches. Et le plus important, c'est qu'on est ensemble, les copains, pour cette nouvelle émission. On va se fendre la gueule, on va papoter, on va discuter de l'actualité qui s'emballe petit à petit. C'est encore un petit peu calme, hein. Emmanuel Macron est toujours un peu dans une sorte de date Tinder qui ne s'arrête plus. C'est très intéressant. Au départ, la France entière pensait que le mec cherchait un nouveau Premier ministre. À mon avis, il cherche un date pour remplacer Madame Doubtfire. À mon avis, il y a un truc. À mon avis, il y a un truc, donc à voir, à faire, à suivre les copains. Je prends vos petits messages, les amis. Merci déjà pour les subs. Merci à Fixoulab pour le sub 18e mois. Merci à Éclat15 que j'embrasse pour le sub 7e mois. Que du bonheur, les copains. Et mon Babcom5 qui dit dégoûté Rémi, je voulais savoir, y a-t-il d'autres dates où tu viens à Paris? Ma femme est en déplacement pro le 12 et 13. Je suis coincé avec les enfants. Là, on est embêté, camarades. Là, ouais, parce qu'en plus, on vient à Paris le 12 et 13, donc c'est pile poil. Madame Babcom5, elle a décidé de faire chier le monde, en fait. Non, mais c'est bien, faut travailler. Donc, pour l'instant, non, mais on va revenir. T'inquiète pas, on va revenir à Paris. T'inquiète pas, camarade. Évidemment, on va se refaire ça, de toute évidence. Paris la Belle, Paris la Grande. Voilà, qui est devenu maintenant l'équivalent d'Honolulu. Depuis les JO, tu as vu, l'eau est propre, il n'y a plus un vol de vélo. Paris la Belle, Paris la Grande. Ça y est, on y est. Donc on va évidemment revenir à Paris, bien sûr. Merci à Mange ta glace, 21,80 pour le sub 25e mois. Merci beaucoup, voilà, ça fait plaisir. Soldona également. Soldona qui vient de subprime 22e mois. Merci beaucoup, les camarades. Voilà, ça fait plaisir. Il y a mon Karim CHU Haute-Pierre qui dit quand tu veux sur Strasbourg, je t'attends avec impatience. Alors, on a un plan sur Strasbourg qui est censé se faire juste à côté de Strasbourg, mais ça commence à prendre du temps. Donc, on va relancer un peu les investigations. Je laisse Marie souffler, elle part en vacances, c'est la chef de la tournée. Donc voilà, on va laisser respirer tout le monde. Et on va relancer un peu les enquêtes sur des endroits où on n'est pas allé, normalement, où on ne vient pas pour l'instant, où ça n'est pas prévu. Normalement, ça doit se bricoler pour l'Alsace, mais c'est pas encore sûr et certain. Donc je vous tiens au courant, bien évidemment. Merci à Nono0750 pour le sub 15e mois, à Cuire le cul également pour le sub 2e mois. Et il y a Kigali66, alors ça j'ai pas compris, qui dit bonsoir à tous. Vivement samedi pour voir les Springboks. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que c'est ça? Comment ça, il y a France dans... C'est quoi cette histoire de Springbok? C'est pas déjà les test matchs au rugby? Non, tu dis n'importe quoi. Tu mens, à mon avis. Voilà, non, c'est pas maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Springbok? Que tout le monde m'explique. Sinon, je ne continuerai pas l'émission. Je sais, c'est malheureux. Je suis le premier embêté, mais voilà. Princesse Parfaite 2610 qui dit et Nantes, on vient à Auray. C'est pas très loin. C'est pas très loin, mais on débrouille, vous inquiétez pas, il va se passer beaucoup de choses, les amis. On va arriver à 2025, il y a plein de nouvelles dates, donc on arrive, ne vous inquiétez pas. Springboks All Black au rugby en test match d'ailleurs. Alors c'est le test match ou c'est le Four Nations d'ailleurs déjà? Ah ouais, ça m'intéresse ça.
Alors déjà, ça m'intéresse, mais il faut voir quand ça tombe. Hein. Et voilà, c'est à 17h. Et à 17h, je peux pas samedi. Parce que je vais me latter la gueule. Enfin non, avec modération. Il y a un festival de bière artisanale à Lausanne. Donc forcément, j'y vais. Donc il y a fort moyen que j'y sois dans ces eaux-là d'ailleurs. Comme Émile. Émile Zola. Donc, merci à Hercule Kiné pour le subprime 5e mois, magnifique. Manutention également pour le sub 15e mois, qui dit salut Rémi et l'Ardèche, c'est pour quand? Pareil, il y a une piste pour l'Ardèche début 2025. Vous inquiétez pas, on bosse les amis, on regarde pour venir dans plein d'autres coins, on le rappelle hein, pour l'instant. Vous avez la page avec toutes les dates. Suivez-la, cette page, parce que on met à jour parfois, avant même de communiquer. Donc parfois, il y a des dates qui tombent et les gens ne sont pas au courant. Et ça m'enquiquine, parce que je me dis, ce sont les zinzins qui doivent en profiter en priorité, tu vois. Donc là, pour vous dire, je refais un petit tour, parce qu'il y en a qui n'écoutent pas, sur le spectacle Zinzin, qui va d'ailleurs, qui évolue tous les soirs, parce qu'il se passe tellement de choses qu'à chaque date, c'est n'importe quoi. On a Paris, alors bon, le 12, il reste une place. Hier, il en restait 3, là c'est fini. Il n'y a plus de place. Donc le 12-13, c'est fini. Vous oubliez, Paris, ça dégage. Pau, le 12 octobre. On va se fendre la gueule. Saint-Étienne, 19 et 20 octobre. Nice, 7 novembre. Brienne-le-Château, 16 novembre. Montpellier, 14 décembre. Aix-en-Provence, 18 janvier 2025. Lille, 20 février 2025. Lyon, 3 avril 2025. Au Théâtre à l'Ouest, ça va être complètement dingue. 380 places, ça va être une ambiance de fou, je vous le dis tout de suite. Rouen, 19 avril 2025. Auray, 25 avril 2025. Et je vous dis qu'il y a Bordeaux qui arrive. Il y a Bordeaux qui arrive, on va vous filer le lien bientôt. Donc, c'est n'importe quoi. Je vous dis, c'est le début des conneries. On est à peine à 16 dates. Hein. Finalement, c'est énorme. Je réalise un rêve, c'est 16 fois un rêve. Mais c'est rien. Hein. À l'échelle de toutes les dingueries qu'on peut faire, ouais, on va y arriver. On va y arriver. Merci à JM, 1969 pour le sub 6e mois. Merci beaucoup les camarades. Et Orlov, 1389 également pour le sub 10e mois. Voilà, merci les amis. Et Hercule Kiné, subprime 5e mois, il y en a plein aujourd'hui. Voilà, il y en a plein. Alors, attention quand même, tous ceux qui sont sur Twitch, enfin sur Facebook et Twitter, je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas l'air très concentrés. Venez sur Twitch. Maintenant, c'est un ordre. Vous cliquez. J'ai mis un lien en commentaire, vous venez, on fait péter l'algorithme. Demain, je suis Squeezie. Parce qu'il y en a marre. Maintenant, il faut prendre les choses comme ça, quand même. Alors, les amis, on va attaquer avec les sujets. J'ai pas mal de choses. On a du Covid-19, de l'effet secondaire, du Louis Boyard. On a. Qu'est-ce qu'on a? On a Alba Ventura. Alba Ventura. Alors, Alba Ventura. Faut qu'on en parle. Elle m'a énervé, Alba Ventura. Enfin, elle m'a énervé, je sais pas, je vais vous en parler. On va commencer avec ça, tiens. Merci à John Saab qui vient d'offrir un sub à Melimax76, c'est magnifique. Et merci à Logan1576 pour le subprime 22e mois. Alors, et Déclic PC pour le sub du 7e mois, c'est complètement dingue, complètement dingue. Alors, Alba Ventura, qui n'a aucun lien avec Lino Ventura. Enfin, elle a un avis tellement ras du sol qu'elle est plus proche du Lino que de Ventura. On va être très clair sur ça. Et elle nous a fait une séquence sur LCI, tu sais, dans la nouvelle matinale qui s'appelle Bonjour, animée par Bruce Toussaint. Ils ont dit c'est la nouvelle émission Feel Good, parce que là on est en pleine rentrée de la TV, il se passe plein de choses. C'est Feel Good, ils ont dit. Feel Good. Et regarde comme elle est Feel Good. Alors Alba Ventura, bon, elle a bricolé sur RTL, elle a bricolé de partout. Là, elle a fait une chronique sur Brigitte Macron. A-t-elle une teub ou pas? On ne sait pas. Et voilà l'avis d'Alba Ventura. On a tout. Hein, on a tout. Là c'est le tiercé dans l'ordre. Vraiment, c'est le multiplex top 14. Elle nous a tout mis, Alba. Elle en a rien à foutre. Elle a tout mis. Complotiste, anti-vax, Trump, le vaccin, la terre est plate. Elle a dit les gens qui pensent que la Terre est plate, ce sont ceux qui pensent que Brigitte Macron l'est aussi. Donc, il y a tout. Il y a tout. Tout est bon dans le cochon. Voilà. Et j'aime ce journalisme-là qui ne s'embarrasse pas de la prudence, qui ne s'embarrasse pas de l'histoire, qui ne s'embarrasse pas de la loi.
Voilà, parce que on est sur un appel au meurtre. Et c'est feel good. C'est le meurtre feel good. Voilà, parce que c'est l'émission Feel Good. Bonjour, sur LCI, enfin sur TF1, avec Bruce Toussaint, on va buter les cafards. T'imagines si on parlait des juifs, des musulmans, des homosexuels, des journalistes? Ce serait évidemment poursuivi en justice. Mais comme là, on parle des complotistes. Bon, ça. Et si on réfléchit 3 minutes, les amis, ce qui est intéressant, on refera des vannes, promis, mais ce qui est intéressant, c'est que Alba Ventura, au fond, et restons polis, restons courtois, surtout ne retournons pas les insultes, ce serait à la fois ridicule et ce serait se rabaisser à ce niveau qui est illégal et qui est le niveau aujourd'hui d'une journaliste qui considère les gens qui ne pensent pas comme elle comme le camp d'en face. Elle le dit, hein, donc on est dans une guerre de l'information, c'est clair. Hein, nous sommes en guerre. Donc, il y a les cafards, il y a le camp d'en face, il y a la vermine qu'il faut éradiquer. Donc, c'est assez clair, si vous voulez. Euh, Ce qui est très intéressant, c'est que Alba Ventura nous démontre que la notion de complotisme n'existe pas, qu'elle n'a aucune qualification juridique. Parce que le premier niveau, si vous voulez, le premier niveau, on a envie de se mettre à crier en disant mais mon Dieu, cette femme euh, fait un appel au meurtre, elle envisage d'assassiner, elle encourage l'assassinat des complotistes. Sauf que, son discours le témoigne d'ailleurs, et le discours de tous les anticomplotistes depuis quelques années maintenant, montre bien que la catégorie de complotistes n'existe qu'à partir du moment où il s'agit de mettre à l'index des gens. Mais juridiquement, le complotiste, ça n'existe pas. Un homosexuel, ça existe. Un juif, ça existe. Une femme, ça existe. Une personne à la peau noire, ça existe. Un handicapé, ça existe. C'est pour ça qu'on peut créer des délits d'homophobie, d'islamophobie, d'antisémitisme, de racisme, de sexisme, de ce que vous voulez. Mais ça n'existe pas, je ne sais pas, même pas comment on pourrait l'appeler d'ailleurs, le, la complotophobie, la complophobie, je sais même pas, ça n'existe pas. Donc si vous voulez, Alba Ventura, juridiquement, je m'avance peut-être un petit peu, je serais curieux d'avoir l'avis d'avocat, hein, savoir ce qu'il en est. Peut-être que je m'avance et peut-être que je dis des bêtises. Donc c'est à la lumière de mes connaissances et de mon petit cerveau, qui est peut-être un petit peu plus grand, parce que moi, au moins, je ne confonds pas les gens avec des cafards. Mais je pense que Alba Ventura nous démontre que, en fait, leur lutte, leur croisade contre le complotisme est ridicule. La case du complotisme est complètement mouvante. C'est une case qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'on met tout le monde dedans à partir du moment où les gens ne pensent pas ce qu'il faut penser. Donc aujourd'hui, c'est ceux qui sont contre Brigitte Macron, après c'est ceux qui votent pas Macron, puis c'est ceux qui votent Trump, puis c'est ceux qui font pas le vaccin, puis c'est ceux qui disent qu'il fait trop chaud. Enfin, au bout d'un moment, le plus dur sera de ne pas être complotiste. Hein, parce que quand tu arrives chez ta boulangère, bonjour madame, je vais vous prendre un croissant. Comment ça? Attention, parce que croissant, vous changez 4 lettres, ça fait Poutine, hein, monsieur. Donc, je veux dire, ça devient ridicule. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Alba Ventura, dans sa croisade complètement factice, elle déboule et elle sait très bien qu'elle est dans la provocation médiatique. Le pire, c'est que ces gens-là le font exprès, comme disait Coluche. Donc, elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait très bien que cet appel au meurtre clair n'a aucune existence juridique. Le pire, c'est que ça ne me semble même pas possible de la poursuivre en justice. Au motif de quoi? Le qualificatif de complotiste n'a pas d'existence juridique. Donc, c'est là le problème, c'est que c'est le serpent qui se mord la queue. Nos médias ont construit une croisade médiatique factice pour se donner le beau rôle, se donner le rôle du camp du bien, du camp de la raison, du camp de la vérité, face à un ennemi supposé qui est le complotiste. Je vous l'ai dit, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas quand c'est, on ne sait pas pourquoi c'est, mais c'est cet ennemi-là qu'il faut combattre. L'incapacité à le saisir, c'est toujours le truc du moment. Donc ça n'a pas d'existence, donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Demain, Alba Ventura, si elle se chauffe, elle dit il faut mettre tous les complotistes, je sais pas, dans des arènes et tirer au canon, elle le fera. Au-delà, si vous voulez, d'une énième preuve de sa bêtise abyssale, juridiquement, il n'y aura pas de poursuite. Et on ne peut pas poursuivre les gens parce que ce sont des connards. Ça n'existe pas, malheureusement. Ou des imbéciles. Voilà, on n'a dit pas les gros mots. Ça n'existe pas de poursuivre des gens parce que ce sont des imbéciles. Donc, à la rigueur, incitation à la haine, et je suis même pas sûr, en fait, je serais très curieux de savoir juridiquement ce qu'il en est. C'est pour ça, peut-être que j'ai dit des bêtises, les amis, il faudrait voir avec des avocats, mais je trouve ça très intéressant. Cette séquence, on a envie de s'énerver, on a envie de l'insulter, on a envie de monter au créneau, mais au fond,
et sans entretenir, si vous voulez, la scission avec les complotistes, pas les machins, mais vous voyez bien que petit à petit, c'est la bonne phrase, hein, je ne sais plus qui disait ça, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Hein. Mais, euh, mais ce qui est très intéressant, c'est que petit à petit, le réel leur donne tort. On va y venir hein, avec la question des effets secondaires, cette nouvelle étude qui vient de sortir, qui est à la fois très intéressante, mais qui est désespérante. L'affaire de Mark Zuckerberg, vous avez suivi ça. Mark Zuckerberg, dans une lettre d'aveu, reconnaît les pressions de la Maison-Blanche avec Biden-Harris, reconnaît les volontés de censure qu'il a appliquées de la CIA sur Facebook. Donc, tout ce qui était... Enfin, non, il ne faut pas dire tout, ne tombons pas là-dedans. Euh, Beaucoup de complots d'hier deviennent des actualités d'aujourd'hui. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et je trouve intéressant de voir que nos médias sont en brasse coulée depuis des mois. Ce qui est dans la séquence qu'on vient de voir, on a l'impression qu'ils vont se mettre à chialer à partir du moment où ils parlent des audiences que ces contenus dits complotistes font. Et c'est très intéressant. On voit que presque ce qui les fait chier, c'est que ça marche mieux qu'eux. C'est que petit à petit, ces médias dits alternatifs récoltent plus d'intérêt, plus d'audience qu'eux-mêmes. Alors que les médias essaient de concurrencer et de lancer leur propre complot. Hein. Vous avez vu, rappelez-vous l'attentat de Moscou. On a invité quelqu'un comme Bernard Guetta, qui effectivement mixe peut-être mieux la vérité que son frère, mais le mec déboule, te parle d'une voiture, des trucs absurdes, sous-entend que ça peut être la faute de Poutine. Je veux dire, les médias n'ont pas besoin des complotistes pour sortir leur propre complot. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc il y a une forme de concurrence en fait qui s'installe. Et si demain le complotisme, si on prend les grandes cases, si demain le complotisme retourne à l'état dans lequel il était il y a 20 ans, sans les réseaux sociaux, sans cette ampleur-là, les médias s'en foutront. Le problème aujourd'hui, c'est que ces discours alternatifs, ces discours qui peut-être s'opposer ou en tout cas proposer une autre version que la vérité officielle, que la version officielle. Jusqu'à présent, ces discours-là étaient à l'ombre. C'est ce que dit Fabrice Eboué sur le complotiste que j'aime beaucoup dans son sketch. Je vais essayer de vous le retrouver. J'aime beaucoup parce que l'image, c'est vraiment celle-là. Voilà, sur les réseaux sociaux. Tiens, écoutez ce que dit Fabrice Eboué. Ça vaut pas mal de raisonnement. Parce que si on regarde bien, c'est quoi un réseau social, Antoine? Tiens, je vais te donner un tuyau. C'est quoi l'ancêtre du réseau social? En sachant que un réseau social, c'est un endroit où on donne tous notre avis à tort et à travers sur tous les sujets. L'ancêtre du réseau social, c'est le bistrot. Le bistrot, c'était un réseau social avec des couilles. Antoine, t'es un enculé de droite. Et il y avait un bistrot dans chaque village, et dans chaque bistrot, il y avait ce qu'on appelait l'idiot du village. Dédé, c'était la mascotte, Dédé. On l'aimait bien. Il était un peu con, un peu débile, mais on l'aimait bien. Ça va, Dédé? Vous savez que la Terre, elle est plate? Ah, il est con, Dédé, allez. Mais non, je vous jure, j'ai vu un reportage, il est con, allez. Resservez-lui à boire. On l'aimait bien, Dédé. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux? Il s'est passé que Dédé est entré en contact avec l'autre Dédé de l'autre village. Et tout d'un coup, lui dit hein, toi aussi, t'avais remarqué que la Terre était plate, hein? Et un jour, ils sont 2, puis 10, puis 100, puis 1000, puis 1 million. Et un jour, c'est toi qui arrive au bistrot et qui dit « Et vous savez, comme la Terre est ronde, ah, il est con, resservez-lui à boire !» C'est ça, les réseaux sociaux, des bandes à Dédé. Et je crois que ça vaut tous les raisonnements des Alba Ventura du monde. C'est que ce sketch, et c'est toute la magie de l'humour, surtout comme ça par un seigneur qui est Fabrice Eboué, c'est toute la magie de l'humour avec cette métaphore, cette image qui est vraiment celle-là. C'est que, au fond, Alba Ventura comme, je sais pas, Thierry du 44 qui défend des théories complètement absurdes, sans aucun fondement, sans aucune source, sans aucun travail, ces deux extrêmes-là sont des bandes à Dédé.
presque. Mais je sais pas pour faire des grands raisonnements sur la base d'un sketch, mais je trouve que ce sketch, je le trouve brillant, je l'adore parce que c'est vraiment ça. Aux extrêmes, on ne retrouve que des bandes ADD. Les fact-checkers, comme les complotistes, les vrais. C'est-à-dire, il peut pas se passer un événement sans qu'ils considèrent qu'il y a un lien. C'est-à-dire, le mec se cogne le doigt de pied dans son mobil-home au camping, il estime que ce sont les juifs russes du XIVe siècle. Donc, tu vois, tout est forcément lié à quelque chose. Bon, bah, ces extrêmes-là, ce sont les bandes ADD. Alba Ventura, c'est la bande ADD avec Julien Pain. C'est-à-dire, ils se croisent, ils sont là. Ah, ouais, t'as vu, les complotistes, t'as vu, ils votent Poutine, hein, t'as vu. Puis ils se donnent du courage. Donc, ce sont les extrêmes. Les extrêmes sur ces questions-là, c'est ça, en fait. Et je trouve ça brillant, parce que ce sketch, il est brillant parce qu'il nous rapporte, il nous ramène à cette réalité du terrain, qui est de dire, il y a des extrêmes desquels il faut se méfier. Et en fait, au milieu de tout ça, il y a des types qui vont avoir des tendances, qui vont avoir des idées, qui vont avoir des machins, mais qui seront toujours considérés comme les mauvais du film par les bandes ADD des deux côtés. Donc, voilà, si vous voulez, je trouve ça vraiment chouette. Ce sketch, il est brillant, non pas parce qu'il se fout de la gueule que des complotistes, et c'est là où Fabrice Eboué est malin, c'est qu'il montre la mécanique des extrêmes, comment des gens se montent la tête, par idéologie, vont se regrouper de manière forte, vivace, qu'avec des gens qui ne pensent comme eux. Et c'est ce qu'on appelle Conspiracy Watch, c'est ce qu'on appelle les fact-checkers. Les fact-checkers sont des types, si vous voulez, qui sont tellement crédibles, si vous voulez, comment dire, que les gens respectent tellement qu'il a fallu leur inventer une étiquette spécifique pour faire la diff. Parce que tu te dis, ça doit être des journalistes comme les autres. Non, ce sont des fact-checkers. Et les mecs, quand ils sont entre eux, ils se donnent du courage. En disant, ah, t'as vu, on a raison quand même. Puis, bon, on est payé par l'État, donc c'est qu'on doit avoir raison. Donc, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Je trouve que l'image est sympa. Voilà. Anarchy08 qui dit, pour ce qui est des médias, est-ce que l'on peut vraiment les considérer comme complotistes vu qu'ils mentent sciemment? Ben, on est en train de se lancer dans une réflexion sur le complotisme, les amis, dans le juste bistrot. Donc, on a une bande à Dédé, peut-être. Hein. La bande du milieu de Dédé. Voilà. Mais en fait, il faut revenir à la base. On en a déjà parlé, et puis j'aime bien un peu remonter ces trucs-là, mais si vous voulez, comment dire, je pense qu'il faut revenir à la base, qui est que, pour moi, le complotisme au sens contemporain n'existe pas. Il y a des complots, il y a des conspirations, alors on peut jouer un petit peu sur les différences. L'histoire est remplie de complots. J'ai acheté un bouquin pendant les vacances que je vais attaquer sur l'histoire de la Rome antique. Je vais me régaler, des complots, à mon avis, il y en a une paire. Pour tuer tel empereur, pour tuer tel personnage politique, tel politicien. Et l'histoire est remplie de complots, de conjurations. Il y a les bons complots, ceux qui visaient à assassiner Hitler. Puis il y a les mauvais complots, ceux qui visaient à assassiner je ne sais pas qui. Par exemple, l'attentat du petit Clamart qui voulait assassiner De Gaulle. C'est un complot. Il y a des gens qui, dans l'ombre, se sont réunis pour faire un truc qui n'était pas cool. Bon. Mais si vous voulez, le complot, on ne peut pas s'en rendre compte en temps réel. Ce qui fait que notre histoire est remplie de complots, c'est que des gens qui s'appellent les historiens, des gens sérieux, ont travaillé et ont vu que ça s'était organisé comme ça, des pièces du puzzle, les rouages s'étaient mis en place de telle manière que des complots se soient mis en place pour assassiner machin, pour profiter à bidule, pour machin. Notre histoire est remplie de ça. Donc, le complotisme existe dans l'histoire, c'est une évidence. Sauf qu'aujourd'hui, dans ce contexte de guerre de l'information, on a complètement renversé la notion. On est en train de nous expliquer qu'il existe des complots qui se produisent sous nos yeux. Et d'ailleurs, on a complètement noyé la notion, parce qu'au fond, on a renversé la chose. On a pris le mot, on l'a complètement tordu. On est en train d'expliquer qu'aujourd'hui, le complotiste, c'est non pas celui qui participe à un complot, ou le conjuré qui participe à une conjuration. Le complotiste, c'est celui qui estime qu'il y a des complots autour de lui. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Déjà, il faut revenir à ce niveau-là de réflexion. Tout bêtement, hein, j'ai envie de vous dire. On a complètement truqué le mot. Le complotiste n'est pas celui qui imagine qu'il y a des complots autour de lui. C'est pas vrai. C'est comme si, pendant 2000 ans, on a expliqué que le boulanger, c'était celui qui faisait du pain, et on arrive en 2023, et vous avez Alba Ventura qui déboule, et qui vous dit, vous êtes allé acheter une baguette ce matin, vous êtes boulanger. Non, je suis client d'une boulangerie, c'est quand même pas la même chose. Mais avec le complotisme, c'est la même chose. On a truqué le terme,
de sorte à le rendre plus accessible, plus facile, plus évident, plus immédiat. Et de fait, en noyant le terme, après on noie la réalité, on fait ce qu'on veut. Hein, c'est l'histoire de la politique presque contemporaine. C'est Orwell qui l'explique très bien. Ça, voilà, il n'y a pas de problème. On change le sens des termes, et après on leur fait dire ce qu'on veut. On leur fait dire absolument ce qu'on veut. Je lisais hier un bouquin de Jean-Claude Michel, un de ses premiers, qui parle par exemple du renversement entre le terme d'éducation civique. Tout le monde connaissait ça, l'éducation, l'école à partir du 19e, du 20e. On avait l'éducation civique, ça allait très très bien. Et ben, dans les années 70-80, on a commencé à parler d'éducation citoyenne. Donc on a changé le mot, il n'y avait aucun besoin de le changer, mais on l'a changé pour faire rentrer absolument tout ce qu'on voulait dedans. Et aujourd'hui, il y a des choses qui n'ont plus rien à voir. Donc c'est très intéressant de voir que on a absolument des mots qui sont utilisés, qui sont torturés, qui sont tordus, et à qui on fait dire aujourd'hui n'importe quoi. Et ce mot de complotiste, de base, a été tordu. Et aujourd'hui n'a pas le sens qu'il doit avoir initialement. Donc, d'emblée, pour répondre à la question que posait le camarade tout à l'heure, d'emblée, on se rend bien compte que déjà, avant même de dire qui fait quoi, est-ce que les médias font du complotisme, est-ce que machin, la gauche, la droite, déjà les mots sont pas bons. Les calculs sont pas bons, pour citer Inès Reg. Voilà, hein, donc j'ai quand même des références. Les mots sont pas bons, donc à partir de là, c'est roue libre. C'est pour ça que on joue souvent sur, vous savez que je joue souvent sur les mots, mais j'aime beaucoup ça parce qu'à la fois ça me fait marrer, puis à la fois c'est très important. Le complotiste, ça n'a pas de sens. Le complotisme, au sens contemporain, ça n'a pas de sens. L'anticomplotisme, ça en a encore en moins. Et le fact-checking, alors là, de toute façon, quand tu commences à mettre en anglais, c'est pas bon. C'est comme la nourriture, quand ça commence à devenir en anglais, c'est dégueulasse. Donc, c'est là qu'on comprend bien que on a tordu les termes et que ces termes tordus, ces termes changés, ces termes travestis font croire et font dire n'importe quoi aux gens. Les esprits sont troublés, donc à partir de là, on peut faire ce qu'on veut. C'est pour ça qu'en fait, c'est pas que je veux pas répondre à la question, mais c'est que de toute façon, ce combat médiatique, qui d'ailleurs n'existe que depuis 10 ans, soyons clairs, le fact-checking, la fake news a été popularisée avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. On a essayé de faire croire aux gens que en 2017, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises, attendez, je ne vais pas dire de conneries. L'élection de Trump, c'était 2017, ouais, c'est ça. En 2017, on a essayé de faire croire qu'un homme arrivait au pouvoir et qu'à partir de lui, il y allait avoir des mensonges, il y allait avoir des fake news, des fausses actualités. Là encore, on pourrait s'amuser hein, à questionner ce que veut dire la fausse information. Là encore, on est chez Orwell. Il y a Phil, entre autres, dans le chat qui donne cette belle citation, et c'est vrai, à mal nommer les choses, on rajoute du malheur au monde. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, on est absolument là-dedans. Il y a Marcel Zorro qui dit un peu avant, Rémi, les attentats du 11 septembre 2001, sauf erreur, alors, ce serait à discuter, mais au moment du 11 septembre 2001, pour moi, on ne parlait pas de complotisme. On parlait de gens qui... Enfin, on ne parlait pas de fake news. Complotisme peut-être, mais pas de fake news. L'usage fake news, j'ai l'impression qu'en Occident, il s'est vraiment popularisé avec l'arrivée de Trump. Au moment du 11 septembre, on parlait de complotistes à la rigueur, on parlait de gens qui dénonçaient la version officielle, mais il me semble que le mot fake news a vraiment pris une ampleur dingue depuis Donald Trump. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, il faut revenir à la base, quoi. Et je vous dis souvent, faut garder la banane, faut être positif, et faut se poser des questions basiques, faut être simple, faut être élémentaire. Les termes qui sont sur la table, déjà, n'ont pas de sens. Déjà, ne sont pas crédibles. Donc, je veux bien discuter avec tout le monde, mais utilisons des termes qui sont sérieux. Aujourd'hui, l'accusation de complotisme à tout bout de champ, elle est même idiote, en vérité. Si on éteint la télé, si on éteint Twitter, si on réfléchit en tant qu'individu, comme ça, tranquillement, depuis quand des gens, payés par l'État pour certains, peuvent être missionnés de dire à d'autres gens, sur des événements qui se passent actuellement, en temps réel, de dire ben, vous avez tort et nous, on a raison, parce qu'on estime que ce que vous dites, c'est du complotisme. Si tu mets tout à plat, ça n'a aucun sens. Qui peut, sur un événement qui vient de se produire, par exemple, Pavel Durov, l'arrestation de Pavel Durov en France, qui peut dire
quelles que soient les théories des uns ou des autres, personne n'en sait rien. Qui peut dire vous êtes complotiste? Ce que vous imaginez est digne de complotisme. Personne n'en sait rien. Personne n'a d'éléments factuels. Donc, c'est-à-dire que vous avez des gens réunis autour d'une table, les assiettes sont vides, et il y a quelqu'un qui a décidé, qui est assis sur une chaise, qui dit « moi, je trouve ce rôti excellent ». Comment? C'est exactement ce qui se passe. C'est pour ça qu'au fond, ce débat, quand on le déshabille un petit peu, quand on enlève un peu tout ça, on enlève les apparats, on éteint la télé, on enlève Twitter, on enlève toute l'hystérie des débats, on comprend bien que le complotisme n'a aucune existence juridique et qu'en plus, ça veut rien dire. Donc à partir de là, faut rester un petit peu détendu. Alors c'est vrai que je me suis emballé sur cette explication qui est très très longue. Je l'ai quand même commencé il y a 1 semaine et demie, l'explication. Mais je trouve que ça fait du bien de temps en temps de se rappeler à ces évidences parce qu'on oublie ça, quoi. On oublie qu'au fond, on se prend la tête sur des gens qui passent leur journée à déblatérer sur des choses qui n'ont aucun sens, quoi. Qui n'ont aucun sens. Donc Alba Ventura, voilà, on la prend au sérieux, on rigole, bon, c'est sympa, mais c'est vraiment la vacuité de salon, quoi. Je ne suis pas certain qu'on ait vraiment beaucoup avancé depuis le XVIIe, depuis le XVIe siècle, où les bourgeois se réunissaient et pensaient qu'ils étaient un petit peu plus éclairés, que leur vision de la société valait mieux. Je ne suis pas certain qu'on ait vraiment beaucoup évolué. Quand tu entends ce genre de discours d'une journaliste censée être intelligente, censée savoir que dans l'histoire, quand on a parlé de gens comme de vermine, comme de la vermine, à chaque fois qu'on a fait ça dans l'histoire, ça s'est quand même très mal terminé. Je ne suis pas certain qu'une journaliste comme ça ne se rende pas compte, si vous voulez, de la gravité de ses propos. Et pourtant, elle le fait. Parce que dans la cour dorée, il y a une caméra, voilà. Vous éteignez la télé, et puis il y a Bubule, quoi. Donc, voilà, je voulais vous parler de ça. Je voulais vous parler de ça parce que ça me fait bailler. Mais on va aller sur le thème du jour. L'un des 2 thèmes du jour, les copains, c'est dans le titre de l'émission. On va commencer à en parler, vous le savez, c'est mon petit chouchou. Et puis, aujourd'hui, voilà, on va être dans l'exercice du juste milieu, finalement. C'est le camarade Louis Boyard. Alors, on n'avait plus de nouvelles pendant les JO, et comme tous les autres, ils sont revenus. Ils sont revenus plein badin. Là, ça y est, c'est reparti. Alors, on ne va pas redire tout ce qu'on s'est dit hier, sachant qu'on va se redire tout ça demain. Demain, qu'est-ce que je raconte? Ce soir, parce que ce soir, farce tranquille à 18h. Donc, on va revenir sur toutes les péripéties du nouveau Front Populaire. Et on va parler de Louis Boyard, qui nous a régalé à, que je dise pas de conneries, à 2 jours d'intervalle. 3 jours d'intervalle, excusez-moi, avec une très belle intervention médiatique que l'on va regarder, et derrière, de la merde. Ça, c'est le problème de Louis Boyard. Merci à Gros16 pour le subprime 3e mois, merci camarade, et Kiman70 pour le sub 23e mois, merci beaucoup les amis. On se regarde l'intervention de Louis Boyard, c'était sur BFM TV le 22 août 2024. Après, on discute. Parlementaire. Je ne suis pas d'accord avec l'analyse qui a été faite par cet avocat. Non, il n'y a pas de clivage de la société française. Vous n'avez pas de majorité dans la société française pour soutenir ce qui a été fait par le Hamas le 7 octobre. Tout comme vous n'avez pas de majorité dans la société française pour soutenir le génocide qui se déroule sous nos yeux. Et à chaque fois que vous avez des personnes qui tentent d'élever la voix pour dénoncer ce génocide, alors vous avez directement des attaques de la part des députés macronistes. Parce que eux, d'une certaine manière, par leur inaction, se rendent complices de ce génocide. Là, elle était dans une manifestation qui soutenait Ismaël Haniyeh. Et c'est là où vous aussi, et c'est là où je vous attrape, journaliste, parce qu'elle n'était pas dans une manifestation de soutien au Hamas. Elle est dans une manifestation qui a lieu tous les vendredis en Jordanie, avec des gens qui pensent plein de choses différentes, dont énormément de personnes qui ne soutiennent pas le Hamas, mais qui disent il faut en terminer avec ce génocide. Vous surfez sur une ambiguïté, le Boyard, vous le savez très bien. Un an qu'elle est en train de répéter. Je ne sors. Vous savez quoi? Non, pas du tout. Je ne sors sur aucune ambiguïté. Cette manifestation ne soutient pas le Hamas. Et si vous faisiez votre travail de journaliste, vous le sauriez. Maintenant, moi, je dis que vous surfez sur une ambiguïté. Parce qu'à chaque fois qu'on vient dénoncer le génocide qui se passe en Palestine, on est criminalisé. Les gens racontent qu'on soutiendrait le Hamas. On les soutient pas. Ce qu'ils ont fait est horrible. Tout comme ce qu'est en train de faire Israël est absolument horrible. Et il n'y a pas de clivage dans la société française. La société française trouve que le génocide qui a lieu actuellement à cause du gouvernement israélien déjà, le terme de génocide, horrible. vous le savez très bien, est erroné. J'attends qu'il fasse une tribune.
Comment vous pouvez appeler ça autrement? Les gens sont en train d'être affamés, il n'y a pas d'entrée de médicaments, il y a des enfants qui sont en train de mourir. Il y a une guerre avec des civils, évidemment, qui sont tués, un drame qui se passe, évidemment, mais le terme de génocide n'est pas un terme correct. Vous le savez, c'est extrêmement cynique d'utiliser un terme, le terme de génocide, qui a ciblé le peuple juif dans l'histoire. Ça a été le pire génocide de l'histoire de l'humanité. Choisir ce terme, vous le savez, est extrêmement cynique et là encore extrêmement habile de votre part. Il n'y a pas... Et là, encore une fois, moi, je parle le langage du droit international. Et je dis, il faut écouter le droit international. Je viens d'une génération à qui on a appris ce qu'ont été les génocides, à qui on a appris ce qu'ont été les guerres, à qui on a appris qu'on a construit la démocratie, l'Union européenne et le droit international pour éviter que de tels drames se reproduisent. Et aujourd'hui, alors que toutes les juridictions internationales sont en train d'expliquer que c'est un massacre, un génocide, il y en a qui disent génocide, d'autres... En tout cas, vous n'avez pas beaucoup de mots pour les victimes du 7 octobre. Et tout le monde demande à ce que ça s'arrête, y compris dans la majorité du peuple français. J'en ai eu énormément des mots pour les victimes du 7 octobre et j'en ai encore eu il y a à peine 30 secondes. Mais vous n'avez aucun mot. Est-ce que, encore une fois, vous racontez n'importe quoi? Parce qu'à chaque fois qu'on est en train de parler du génocide qui est en train de se dérouler sous nos yeux et qu'on peut arrêter très simplement en demandant au gouvernement israélien, en faisant pression, en faisant un embargo sur les armes, un embargo économique, en reconnaissant l'État palestinien, là il y a une majorité du peuple français pour soutenir ces mesures parce que ce génocide est atroce. Il n'y a pas de clivage dans la société française. Il y a seulement des députés macronistes qui ne sont pas à la hauteur de l'histoire, qui font des tribunes sur tous les sujets, sauf sur le sujet qui compte, le fait qu'on arrête de tuer des familles et des enfants. Maître David Olivier Kaminski. Voilà. Intervention musclée, vivace de Louis Boyard. Et je voulais le saluer. Je voulais le saluer parce que vous connaissez la maison, les amis. Louis Boyard, je lui en mets plein la tronche et on va le faire juste après. Mais on est chez Juste Mieux. Et quelqu'un qui fait de la merde n'est pas nul, on va dire, ad vitam aeternam. Il y a des gens qui font les choses bien, puis parfois ils font les choses moins bien, puis nous on est juste milieu, on regarde, on commente. Et pourtant, vous savez que je le tiens pas dans mon estime. Pour moi, c'est l'une des pompes à vélo médiatiques de la France insoumise. Mais comme quoi, un jugement ne doit jamais, enfin d'ailleurs un avis ne doit jamais être arrêté, parce que c'est toujours intéressant de voir qu'il y a de bonnes bêtes sous tout poil, comme disait Demis Roussos. Et je trouve que cette intervention, elle est courageuse. Vraiment, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a quand même pas beaucoup qui dénoncent effectivement ce génocide qui a lieu en Palestine. On peut parler de massacre. Quand on a aujourd'hui des journalistes, pour vous dire le niveau d'humanité des gens, alors que des gens meurent, vous utilisez le mot qu'on veut, vous avez des journalistes qui jouent au dictionnaire. On dit, ah ouais, non, mais en fait, génocide, non. En fait, on s'en bat les couilles. On va revenir à une évidence simple, c'est que la priorité, c'est d'arrêter que les gens meurent. Les gosses, les femmes, les gens qui ne sont pas des combattants de je ne sais pas quel côté, en fait, faut arrêter que ces gens-là meurent. Après, on jouera au dictionnaire. Génocide, on fera le comptage, on bricole. Mais regardez le niveau. Et d'ailleurs, ce qui est aussi très fort dans la séquence de Louis Boyard, c'est que je trouve ça curieux que personne ne vienne souligner l'entrisme de BFM TV en France. Groupe médiatique détenu par Patrick Drahi, alors jusqu'à preuve du contraire, il est censé revendre, donc je ne sais pas qui va racheter, on va voir comment ça évolue, mais qui est un soutien clair du régime israélien, on le sait, qui détient là-bas des actifs, des médias. Et quand on voit ce comportement de journaliste qui est clairement biaisé, je trouve qu'il faudrait quand même poser une question sur l'entrisme géopolitique de certains médias. Qu'on en mette plein la gueule à Bolloré, pourquoi pas, mais sur Patrick Drahi, est-ce qu'un jour on pourra dire quand même un mot ? Et c'est très intéressant de voir le comportement de la journaliste qui, voilà, bon, si tu veux, la déontologie, voilà, allez, ça dégage. Voilà, c'est aberrant, c'est-à-dire qu'elle, son problème, c'est l'utilisation d'un mot. Je ne sais pas si on se rend compte. Voilà où on en est, tout ça pour mieux cacher ce qui se passe, d'ailleurs, tout bonnement. Donc je trouve ça assez sidérant. Et donc bravo à Louis Boyard d'avoir mis en lumière, d'avoir porté ce discours-là, et d'avoir mis en lumière, si vous voulez, tout le loisir de certains médias qui vont discuter, ouais, mais Rima Hassan, elle s'est promenée il y a 14 ans à côté d'un mec qui a fait ça et tout. Enfin, on s'en branle, en fait. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est une très vilaine dans le film, peut-être que... voilà. Mais actuellement, il y a des gens qui crèvent et qui n'ont rien fait. Il n'y a pas de combattants du Hamas à 5 ans. Ça n'existe pas. Donc, on va arrêter 5 minutes. Et dire cela n'empêche pas de condamner l'attentat atroce, le massacre des Israéliens le 7 octobre. Évidemment que non. Évidemment que non. Donc, c'est ce qui est terrible. On est dans une dynamique, mais horrible, où on joue la montre. L'Occident joue la montre avec des débats. On pourrait parler sur le plan géopolitique de ce qui se passe avec les négociations de paix. Alors, c'était au Qatar, c'était en Égypte. Il y a des négociations de paix, mais on joue la montre. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe ? On a trouvé un cas de polio
chez un enfant en Palestine. On voit que les convois humanitaires, le travail humanitaire est très dur. C'est quasiment impossible. On a encore un appel au déplacement au centre de la Palestine. Donc, pendant qu'on fait des négociations, des machins, des bidules, le projet sioniste avance. De la voix même de ce monsieur Smotrich, qui l'a dit lui-même. On pouvait le trouver dans certains médias. Le Monde diplomatique en parle. On a différentes déclarations, notamment un article du Wall Street Journal qui avait été traduit dans l'opinion il y a moins de 10 jours environ. Donc le projet de certains politiciens israéliens, pas tous les Israéliens, bien évidemment, avance, et c'est très clair. Donc c'est fou, si vous voulez, de voir ça, mais dans un silence absolu. Et on joue la montre. Et vous avez des journalistes en France qui disent non, c'est bon, ça roule, pas de problème. Donc, je trouve ça assez terrible. Et une autre séquence médiatique que je voulais vous montrer, qui a fait beaucoup réagir aussi, et même du côté de nos amis juifs de France, parce que, je le redis à chaque fois, les amis, moi j'ai une pensée, si vous voulez, pour les gens qui n'ont rien fait, mais qui sont mélangés à l'histoire. Les juifs de France, les musulmans de France, les gens qui ont une tendresse pour la Palestine parce qu'ils ont une origine, les gens qui ont une tendresse pour Israël parce qu'ils ont la famille, parce qu'ils ont je sais pas quoi, et qui sont mélangés dans la salade et qui n'ont rien à foutre là-dedans. T'as les types qui vont se faire casser la gueule. Il y a eu l'histoire de la synagogue, alors on a cramé un truc à 20 mètres, à 10 mètres, un parking, ça je sais pas, mais en fait t'as plein de types au milieu que oui mais toi t'es juif, oui mais en fait j'ai rien à voir avec l'histoire, moi aussi ça me fait chialer, il y a des gosses qui crèvent, j'aime pas ça. Ah ouais non mais donc ce qui est fou aussi, c'est que le comportement médiatique obligatoirement ressurgit sur la société. On crée un climat de violence de sorte à monter les uns contre les autres, évidemment. Donc à partir de là, il y a la faute des individus qui vont prendre les armes, qui vont s'en prendre à des juifs. C'est arrivé en Suisse, par exemple, à la station de Davos, il y a un touriste britannique qui avait une kippa qui s'est fait casser la gueule, ce qui est complètement dingue. Donc les comportements des individus sont évidemment condamnables et doivent être condamnés, mais n'oublions quand même pas le rôle des médias qui montent sans cesse en épingle le truc, qui veulent importer ce conflit-là. Il y a une forme d'importation médiatique des conflits, parce qu'il y a l'unanimité, parce qu'il y a le discours de la journaliste de BFM TV, comme on a entendu. Et je vous mets le discours d'Haïm Korsia, qui est grand rabbin de France, qui paraît qui a été interpellé par mal de gens, même de la communauté juive française. Un discours assez dingue, là encore, sur BFM TV. C'était il y a le 26, si je ne dis pas de bêtises. Non, 26 de l'antisémitisme qui devient intolérable. Mais là, vous avez entendu quelqu'un à la France Insoumise dire allez-y, vous pouvez vous en prendre aux juifs ? Mais quand vous excluez, par exemple, des juifs de telle ou telle manifestation, quand vous appelez à dire que le Hamas a raison, qui résiste, ben vous dites, en fait, ce que le Hamas a fait, vous pouvez le faire. Un petit gamin qui viole une enfant, il ne le fait pas de rien. Il le fait parce qu'on lui explique que les héros du Hamas ont agi de la sorte envers des femmes et des filles en Israël, et donc lui, légitimement, peut-être dans une perte de conscience qui est tragique, mais qui amène à l'action. Réécoutez le poème de Kipling qui vous dira que lorsque vous parlez à des gueux qui excitent des sots, voilà ce qui se passe. Haïm Korsia, est-ce qu'on peut participer à une manifestation pro-palestinienne pour soutenir la population gazaoui, arborer un drapeau palestinien, condamner les massacres qui sont commis en ce moment à Gaza, tout en n'étant pas qualifié d'antisémite? Bon, les massacres dont on parle à Gaza, c'est un fait de guerre qui incombe au Hamas, qui ne rend pas les otages que les terroristes du Hamas ont pris, qui continue à envoyer des missiles sur Israël, qui refuse toutes les propositions d'arrêt des combats qui sont proposées par la France, par l'Amérique, par l'Égypte. C'est les populations civiles qui trinquent. En tout cas, c'est un fait de guerre qu'aucun pays au monde ne mènerait comme le fait Israël. Moi, je suis pas l'avocat d'Israël, je suis pas ambassadeur d'Israël. Mais j'ai absolument pas à rougir d'ailleurs de ce que Israël fait dans la façon de mener les combats, c'est-à-dire une façon où l'armée israélienne fait prendre des risques à ses propres militaires. Vous n'êtes pas mal à l'aise avec la politique qui est menée par Benyamin Netanyahou à Gaza? Je suis jamais mal à l'aise avec une politique qui consiste à défendre ses ressortissants. Il se trouve, je vais vous parler très franchement, il se trouve que ma fille était en Israël hier. Alors encore une fois, les chiffres, il se trouve que ma fille était en Israël hier et qu'elle a dû aller dans des abris. Mon fils a dû aller dans des abris. Mon fils a dû, et je l'ai fait revenir en faisant un micmac par avion parce que tous les avions étaient fermés parce que c'est un pays qui a encore reçu des missiles. Et quand il y a eu 350 missiles envoyés par l'Iran, que je sache, il n'y a pas eu des manifestations de soutien.
Mais je suis pas en train d'opposer l'un et l'autre. Je vous dis, je suis juste en train d'essayer de comprendre. Qu'on défende je suis juste en train d'essayer de comprendre, pardonnez-moi, pourquoi c'est si difficile. Pas en tuant des juifs, pas en brûlant des synagogues, pas en excitant les gens pour jouer sur les instincts les plus bas. Je suis juste en train d'essayer de comprendre pourquoi c'est si difficile de condamner aussi les massacres qui sont commis à Gaza. Parce qu'ils sont pas du même ordre. Même les gouvernements occidentaux disent à Benyamin Netanyahou, c'est plus possible, on peut pas soutenir ce qui est en train de se passer, il y a une population civile qui se fait massacrer. Il y a 40 000 morts depuis le 7 octobre selon les chiffres du Hamas. Parce qu'il y a eu 1200 morts. Aussi par les organisations humanitaires. Parce qu'il y a eu 1200 morts qu'on semble oublier. Tout le monde semble oublier. Personne ne les oublie. Personne ne les oublie. Mais est-ce qu'on est obligé systématiquement d'opposer les mais parce qu'à un moment, Israël, je crois, a l'obligation de faire en sorte que ses citoyens ne risquent plus cela. Et d'ailleurs, vous remarquez que c'est une guerre entre Israël et le Hamas, pas une guerre entre Israël et les Palestiniens, et que je sache, tous les pays qui ont fait des accords, y compris les pays arabes, qui ont fait des accords avec Israël, n'ont pas dénoncé ces accords. C'est-à-dire que tout le monde serait bien content qu'Israël finisse le boulot, et qu'on puisse construire une paix enfin au Moyen-Orient sans des gens qui, en permanence, ne veulent qu'une chose, la destruction d'Israël. Donc c'est très dur de discuter avec des gens qui veulent votre destruction. Et moi je crois que vous avez raison de rappeler, comme tout à l'heure, on peut pas parler d'intelligence pour des gens qui font ce qu'ils font, comme à la grande note, mais il y a quand même un moment où une ambiance, un moment délétère de notre société permet à des gens peu armés intellectuellement de se dire, après tout, je suis même porté par ce souffle, par cet élan. C'est ça, ce qui est dangereux. On y est aujourd'hui à l'implantation du conflit israélo-palestinien. Oui, ça a été clairement la politique des LFI pour jouer sur un vote communautariste. On peut le dire simplement, c'est vrai et c'est factuellement juste. C'est pas moi qui ai fait des meetings avec des drapeaux palestiniens en disant, voilà ce qu'il faut faire. Et encore une fois, quel est le problème d'arborer un drapeau palestinien si c'est pour maintenir son soutien à la population palestinienne et non pas au Hamas? D'accord, demandez aux députés français qui arborent un drapeau palestinien à l'Assemblée nationale, il a été condamné. Pourquoi? Parce que si on veut défendre les populations françaises, la France, si on pense une idée de ce qu'est la France, on doit ensemble, collectivement, essayer aussi de nous intéresser à ce qui se passe à l'étranger, mais pas au détriment de cette fraternité qui est le cœur du cœur de ce qu'est la République. Merci. Voilà, je crois que ça se passe de commentaires. Ça se passe de commentaires, cette intervention qui a été largement décriée. Et c'était une fois de plus sur BFM TV. Donc, on revient à l'ami Louis Boyard. Parce que tout part de lui. Il y a eu cette séquence, il y a eu cette interview, je l'ai trouvé vraiment brillant, je l'ai trouvé courageux, je l'ai trouvé clair, et ça fait plaisir. Mais le problème, c'est que 3 jours avant, on a eu droit à ça. J'ai le numéro de téléphone de Gabriel Attal. Et ça, c'est une carte à jouer pour les lycéens de la voie professionnelle parce que Gabriel Attal a promis que vous seriez tous payés fin juillet. Bon alors en fait, il est plus censé être Premier ministre qu'il est Premier ministre démissionnaire, mais il faisait quand même le guignol pendant les JO. Écoutez, c'est pas notre sujet, on va le dégager, mais en attendant, il faut qu'il tienne sa promesse. Donc en commentaire, mettez-moi les SMS que vous voudriez envoyer à Gabriel Attal et je les enverrai moi-même. Je vais un peu faire le facteur. Voilà, la lutte continue. Mettez-moi en commentaire les messages qu'on va envoyer à Gabriel Attal et on va l'obliger à se positionner. Il doit vous payer. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on m'entend? Ouais, ça a l'air de marcher là. Là, on a l'air pas mal. On a l'air bien là. Allô Houston. S'il suffisait qu'on s'aime. Si vous avez entendu, c'est que ça marche. Et de fait, j'ai une voix de merde. Voilà. Non, j'ai touché au câble. C'est pour ça. Ça a dû couper, à mon avis. J'ai pas fait exprès. De toute façon, on fait jamais exprès de se toucher le câble.
Mais c'est vrai que c'est fou parce que les gens se moquent, il y a la flemme quand même qui dit le running gag du micro, ça m'effondre à chaque fois mieux que la précédente. Mais les gars, vous le savez, moi j'aime l'humour de répétition. Si seulement je faisais exprès, mais si seulement, c'est un truc de dingue. Je suis une gigantesque trompette. Donc qu'est-ce que je vous disais? Louis Boyard. Louis Boyard, j'aimerais bien. Je veux dire, par moment, on n'est pas loin de le ranger dans la catégorie des députés LFI que j'aime bien, avec Clémence Guettet, avec Ruffin, alors qu'il a dégagé, qui n'est plus vraiment, mais certains que je trouve plutôt bons. Mais vraiment, Louis Boyard, c'est ça, c'est l'alternance entre la médiocrité et le courage politique bien senti, tu vois. Et là, le mec se transforme en 36-15. Femme chaude de ta région, où il explique qu'il va transmettre des SMS à Attal, quoi. Et puis forcément, il s'est fait déchirer parce que c'est quand même une légitimation de fait de harcèlement, d'envoyer des milliers de messages, tu vois. Alors il a répondu, tu vois, parce qu'en fait c'est un peu le buzz, c'est une sorte de Booba des bacs à sable, tu vois, c'est Booba cassable, Louis Boyard. Et là il a dit... je vois les macronistes et le Rassemblement national terrifiés à l'idée que j'envoie des milliers de SMS à Gabriel Attal. Rassurez-vous, ça n'a jamais été mon intention. Je compte évidemment en faire une sélection. Mais vous êtes terrifiés à l'idée que j'envoie des milliers de messages car vous savez qu'il y a des milliers de lycéens de la voie professionnelle que vous n'avez pas payés. Vous avez de l'audace vis-à-vis de ces lycéens. Vous êtes surtout des menteurs et des lâches. Maintenant que le sujet est sous vos yeux, répondez. Quand les lycéens de voie professionnelle seront-ils tous payés? On vient de m'envoyer le numéro de Macron, tu vois. Donc c'est usant, franchement, c'est usant de voir cette recherche du buzz débile et parfois de positions courageuses. Tu vois, cette alternance est vraiment pénible parce que tu peux pas les prendre au sérieux. Et il y a Baldacat dans le chat qui me dit belle défense, faut reconnaître. Non, je trouve que c'est une défense en bois. C'est tout nul son truc. Tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en branle en vérité. D'envoyer des SMS à Attal, au-delà de la caractérisation de harcèlement possible, on s'en fout en fait. On s'en fout complètement. Je trouve ça terrible, quoi. Je trouve ça terrible de faire du buzz. Et je vous dis la même chose à chaque fois, c'est-à-dire, déjà, bon, on saluera le flop que ça a fait, comme le Blocus Challenge et compagnie. Et d'ailleurs, rappelez-vous la séquence où le Boyard le dit lui-même. Ils font tout ça en sachant très bien que c'est nul, mais juste pour qu'on parle d'eux. Donc, ce que je trouve cynique, c'est l'utilisation des lycéens, des bacheliers pros, qui effectivement n'ont pas reçu leur pognon. Mais Louis Boyard vous le démontre, il s'amuse avec ces causes-là, il s'en branle. C'est comme quand ils ont bloqué un bus en région parisienne parce qu'ils n'étaient pas affrétés devant un lycée, je sais pas quoi. Il fait son Insta et il se casse. Il n'y a aucun suivi. Est-ce que vous avez vu un tweet de Louis Boyard qui fait suite à l'une des prises de position qu'il a pu avoir pour expliquer un peu quelles sont les conséquences, quels sont les machins, quels sont les bidules? C'est absolument dingue. C'est absolument dingue. Donc ça me rend fou. Attendez, parce que j'interromps, il y a Mme Milieu qui m'écrit, il y a peut-être moyen d'aller boire un gobelet. Attendez, bougez pas, j'envoie des messages. Non, mais c'est en direct, hein, je fais ce que je veux. Hein. Voilà, c'est comme ça. Hein. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, non, c'est assez, c'est assez terrible, mais c'est toute l'ambivalence, une fois de plus, du personnage, en fait. Du personnage Louis Boyard. Voilà un petit peu, les amis, sur cette première séquence. J'ai été chamboulé parce que moi, on me parle de salade César, tu vois. Voilà. Non, parce que là ça y est. Là c'est petite parenthèse. Après, je vous parle des effets secondaires. Là, ça y est. Là, il y a reprise en main. Ah ouais, non. On souffle un peu. Je vous raconte ma vie. Après, on part sur les effets secondaires. Là, il y a objectif triathlon. Là. Ouais. J'ai tapé dans la main de mon pote Pierrot il y a 3-4 semaines. On était bourrés et il me dit viens, on fait un triathlon ensemble l'année prochaine. Je dis d'accord. Alors à ce détail près, bon, je suis gros, mais ça peut s'arranger. Mais à ce détail près que je nage très très mal. Je suis une gigante. Je suis pas à l'aise dans l'eau. Tu sais, j'aime bien, tu sais, quand tu fais plouf à la plage, tu vois, tu mets la tête dans l'eau, tu te prends pour le grand bleu, mais ça dure pas longtemps. Et je nage très mal. Donc, il faut que je prenne des cours de natation pour être bien, tu vois.
faire les bons gestes, pas faire de la merde. Et après, bon, bah, vélo, course à pied, là, on est pas mal. Mais là, on est sur de l'entraînement. Là, j'ai atteint une nouvelle rigueur. Parce qu'en plus, tu vois, pour le spectacle et tout, j'ai envie d'être en forme. J'ai envie de m'affiner pour de bon. J'en ai marre de le dire et de ne pas le faire. Donc, tu vois, là, par exemple, demain matin, réveil 5h15, je lis les journaux et je vais courir à 6h45. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est pas une vanne. J'ai mon compte Garmin qui en atteste. J'ai la montre Garmin. Non, c'est les JO. Hein, c'est les JO. Hein. Donc, non, je m'étonne moi-même, les gars. Je m'étonne moi-même. Mais on faut être rigoureux. Rigoureux dans le boulot, rigoureux dans la vie. Sanem corpu, pizza, 4 fromages. Un corps sain dans un esprit sain. Ou l'inverse. Donc là, on est dans une démarche. Dans 1 an, je suis un gourou de secte. Hein. Douche froide, lever 5h15, course à pied, laisse tomber. Hein. C'est complètement dingue. Hein. Attendez. Hop, voilà, excusez-moi, petit message, il faut gérer le couple. Hein. Si on veut une juste descendance, ça passe par là, les gars. Donc alors attends, parce qu'il y a des conseils. Je vois des gens qui sont des experts du sport. Alors, attendez, bougez pas. Game Over Reset qui dit ma femme peut te faire un suivi diététique, Rémi. Mais si vous voulez, ça peut être un projet collectif. Hein. Si vous voulez que je devienne définitivement votre objet, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais attention, pas des régimes à la con. À un moment donné, il faut qu'il y ait de la fondue. Hein. Une fois une fois par mois en hiver, tu me fous une fondue. Que je garde espoir dans la vie. Hein. Parce que je veux bien le skir le matin, ou le fromage blanc le matin, d'accord. Le poulet à midi, d'accord. La salade avec du thon, des œufs durs, d'accord. J'essaie de faire gaffe. Mais à un moment donné, il faut que ça craque. À un moment donné, fous-moi de l'huile d'olive dans les yeux quand même. Hein. Donc attention. Et c'est vrai qu'il y a Olivier Mars, 13, qui nous sort cette phrase qu'on adore détester. Cette phrase qui nous casse les couilles. Il nous dit « Tout commence dans l'assiette. Hein. » Je déteste cette phrase. On va pas se relancer comme hier. Tout commence dans l'assiette. Oui, mais non, mais tout finit dans l'assiette. Je t'assure que j'ai fait des repas, tout aurait pu finir dans l'assiette. On ne mange pas 1,7 kg de mayonnaise. Eh oui, je le savais. Mais non, tout commence, tout s'arrête dans l'assiette, en vérité. Ça veut rien dire, cette phrase. C'est un trait danger, 2 traits sécurité. Demande à Jean-Luc Delarue. 14 traits, c'est toujours pas sécurité. C'est trop. 14 traits, c'est Peugeot dans le mur. Hein, excuse-moi. Donc, non, ça m'énerve. C'est le vin blanc sur rouge, rien ne bouge, je sais pas quoi là. C'est des trucs, non. En fait, tu bois tout d'un coup, ça devient marron et on n'en parle plus. C'est tout. Ça sert à rien. C'est quoi le truc blanc sur rouge, mal à la tête, je sais pas quoi là. Non. Au bout de 14 litres de blanc, t'as aussi mal à la tête. Même si tu touches pas une goutte de rouge. Donc, faut être prudent avec ces phrases parce que moi, ça m'énerve ces trucs. Ça n'a aucun sens en fait. Elles n'ont aucun sens ces phrases. Donc, ouais, voilà. Rouge sur blanc, tout fout le camp. Nous dit gros 16 dans le chat. Voilà, pareil. Je suis désolé. Hein. J'ai déjà essayé dans tous les sens. Ça fout le camp à chaque fois. Hein. Franchement, triple sur IPA, sur rouge, sur Ginto, sur Rhum Vanille, ça fout le camp aussi. Hein. Non, mais je t'assure, il n'y a pas la phrase, mais ça marche aussi. Hein. Crois-moi bien. Hein. Donc, non, faut arrêter avec ces phrases à la con. Quand on s'encule, on s'encule. Ouais, excuse-moi, non, mais jadis, Montaigne disait quand je danse, je danse. Quand je me déboîte, je me déboîte. C'est le régime que je veux, en fait. C'est-à-dire, toute la semaine, je fais les efforts, même 2 semaines de suite, tu vois, pour être bien rigoureux. Mais il y a un jour, au bout de toutes les 2-3 semaines, je me défenestre, tu vois, parce que c'est la vie. Alors, il y a mon Sylvain Basto que j'embrasse. Hein, tu vois, t'inquiète pas que on va becter ensemble. Tu vas pas m'amener dans tes trucs de vegan, là, je sais pas quoi, parce que l'autre, il est beau comme tout, il est musclé et tout. Hein, voilà. Hein, c'est pas le sujet, d'accord? Donc, oui, il dit quoi? Il dit, oui, oublie tout ça avec le triathlon, voilà. Non, mais voilà, on me décourage. J'ai rien fait, on me décourage. Ça, c'est pas sympa. Non, mais parce que pour moi, le but du jeu, c'est d'arriver au bout. Hein. Tu sais, je suis une sorte de Miss France moche. Hein. Moi, je vais au bout. Hein. L'idée, je me casse pas la gueule dans l'escalier. Voilà. C'est ça le projet. Voilà, je suis une Miss France moche. Bon, je vais essayer de ne pas marcher sur ma robe. Voilà. Le triathlon, c'est ça. Je vais essayer d'arriver avant qu'ils éteignent les lumières. C'est tout.
Eh ben, s'il faut finir à pied, il faut finir à pied. De toute façon, ça tombe bien, c'est la course à pied à la fin. Donc voilà les amis. Non, mais c'est bien. Voilà, Olivier Mars 13, parce qu'apparemment, il est plus ou moins diététicien, nous dit, si tu veux 4 conseils, donc je vais vous les donner à tout le monde, ça vous apprendra. Supprimer totalement le sucre. Supprimer les graisses. Bah, ça, c'est foutu déjà. Il y en a plein. J'ai même pas d'assiette que déjà je suis... Voilà. Un seul tilt meal. Déjà, c'est quoi le tilt meal? Par semaine. Sport quotidien et tu perdras rapidement du poids. Ah bah ça, c'est ce que je fais. Sport quotidien. Demain matin, c'est course à pied. Vendredi matin, c'est vélo. Week-end, vélo. Non, là, j'arrête plus. Là, je te préviens, j'arrête plus. Là, je suis une machine... Machina de guerre, qui veut dire machine de guerre. Voilà un petit peu les copains, ces histoires-là. Et Sylvain qui dit c'est des conneries, ça faire du triathlon, ça permet de bouffer comme un ouf. Ben voilà. Pourquoi tu crois que je me lance dans ce projet? Alors, les amis, on va y aller. Alors attends, Tilt 1000, c'est quoi? Parce que j'ai posé la question, c'est quoi l'histoire de Tilt 1000? Repas avec excès. Ah mais c'est pas comme Cheat Meal. J'ai les copains, ils font la musculation, ils me disent ouais, je suis en Cheat Meal. Mange ta merde si ça t'amuse. Hein, moi, j'en sais. Apparemment, c'est cheat. To cheat, qui veut dire tricher. Donc apparemment, c'est ça. Attendez, bougez pas. Attendez, parce que c'est toujours Madame Migneux. Voilà, c'est terrible. Donc oui, cheat meal, d'accord. Bon, bah, cheat meal. On peut se déboîter. Non, cheat meal, si je fais un toutes les 2 semaines, c'est bien. Ça va. Tranquille, c'est pas mal. Voilà, donc on va continuer. Les amis, parce qu'il reste encore un sujet, alors plus ou moins rapide en vérité. Je voulais quand même vous parler de ça. Vous avez peut-être vu passer, les amis, c'était dans le Parisien d'hier. Page 10, si ça vous intéresse. Ce que l'on sait des myocardites dus au vaccin anti-Covid. Vous avez peut-être entendu parler de cette étude française qui vient d'être publiée. Étude réalisée par le groupe EPI-PHARE qui réunit l'assurance maladie et l'Agence nationale de sécurité du médicament. Je vous raconte les conditions de l'étude. Ils ont pris en compte l'ensemble des personnes âgées de 12 à 49 ans hospitalisées pour myocardite du 27 décembre 2020, début de la campagne de vaccination, au 30 juin 2022, date à partir de laquelle très peu de jeunes adultes ont reçu une nouvelle dose de vaccin. Donc, on y est, ça y est, les effets secondaires, finalement, ça existe. Voilà, donc on embrasse le docteur Marty, évidemment. Ça existe, mais j'ai vu quelques personnes se réjouir un petit peu sur les réseaux sociaux, dire « c'est super, ça y est, ils reconnaissent. » Oui, mais non. Ouais, je vais vous décevoir un petit peu. Alors, on en a parlé dans le temps, ça en a parlé sur France Info aussi. Concrètement, qu'est-ce que nous dit l'étude? Je vous invite à lire le papier, hein, je vous l'ai dit, il est là. C'est le Parisien, je peux vous prendre celui de France Info, hein, si vous voulez, qui dit la même chose. Parmi les patients qui ont développé une myocardite à la suite d'un vaccin anti-Covid, 6% ont développé des complications, contre 12% quand elle survient après une infection au Covid. Donc, pour aller vite là-dessus, on est une fois de plus sur l'histoire du bénéfice-risque et on nous explique que les effets secondaires, à savoir les myocardites, il n'y a aucun autre effet secondaire qui est mentionné apparemment. Les effets secondaires, certes, existent, mais restent moins graves que suite à une infection au Covid-19. Donc on est, si vous voulez, sur une dynamique du gosse qui a été pris la main dans le pot de confiture. Tu l'as chopé, tu l'as vu. Hein. Et il te dit, déjà, c'était pas la main. J'avais 3 doigts. Donc, c'est pas la main. Et c'est un petit peu ça. Alors, on va nous ressortir les experts de plateau qui vont nous dire, oui, mais c'est plus compliqué, oui, mais il faut être expert pour te comprendre. Ces mêmes experts, j'ai nommé Mathias Vargon, qui sont désormais experts en refus d'obtempérer. On a d'ailleurs une grande pensée pour la famille de ce gendarme qui a été assassiné suite à un refus d'obtempérer. Et on a ce guignol de Mathias Vargon qui nous a donné son avis sur les refus d'obtempérer. On pensait que c'était un expert Covid, mais en fait non. Il y a
ignoble ce que vous faites. Ah bon, c'est pas ce que vous avez fait? Je n'ai absolument pas dit ça. Je vais peut-être laisser Mathias Vergon préciser J'ai parlé des relations justement entre les citoyens et la police. Évidemment que c'est un fait divers atroce. Non, vous avez parlé des 2-3 policiers pas sympas. J'ai dit que je fréquentais beaucoup de policiers, que généralement ça se passait bien, mais parfois il y avait des conflits et que peut-être. C'est quoi le rapport avec ce qui vient de se passer? Laissez-le terminer, laissez-le terminer. Et quel est le rapport avec le corps chaud? Aucun. On est tous très émus par ce qui s'est passé, et même Vargon. La décence voudrait que je me taise, mais que vous vous taisiez aussi, au lieu de critiquer la justice, au lieu de critiquer ou de parler du café. Si on parle de fond. Moi, on m'a invité aussi, et si on parle de fond, et c'est ce fait divers atroce qui l'illustre, si on parle de fond, c'est quelles sont les relations à la fois, et on l'a dit, il y a des délinquants, et la délinquance grave, c'est la délinquance grave, mais 70 par jour, on a bien compris que c'était pas que des délinquants, que des gens qui sortaient de prison. Je crois pas qu'il y a autant de gens qui sortent de prison. Et donc la question, elle se repose, et vous l'avez posée par rapport à l'autorité, par rapport à la justice, et on peut dire, ok, il n'y a pas assez de justice, elle n'est pas assez dure, la police est pas assez dure. Or, il y a eu la loi de 2017, et elle n'a pas résolu ce problème-là. La loi de 2017 qui permet, vous l'avez dit, les policiers ne tirent pas. Mais la question après, c'est quand même se poser une question de société. On peut dire tout va mal et on va tout réduire et ça va faire plaisir à Monsieur Oudoul. Mais la question, elle est quand même, il y a un problème. Voilà, bref. Bon, Gargamel est pas content. Je vois mon Marcel The Rock, je l'ai perdu, qui me dit c'est quoi cette transition, Rémi? Tout ça pour vous montrer que ces experts de plateau qui reviennent. Alors, c'était variole du singe, hein, l'épidémie mondiale la plus rapide du monde. Vraiment. La dernière fois qu'un truc aussi dangereux a fait beaucoup parler, c'était un P dans ma bagnole. Hein. Parce que vraiment, apparemment, la variole du singe, ça a duré 2h30. C'est extraordinaire. Bref, tous ces experts de plateau qui nous expliqueront que oui, mais c'est plus compliqué, on ne s'est pas trompé, mais en fait, vous voyez, l'étude, elle explique que bénéfice-risque. Donc, on rajoute de la complexité à la complexité. Mais ce qu'il en résulte, si vous voulez, concernant l'étude dont je viens de vous parler, c'est que nos médias n'avoueront jamais. Ils reconnaîtront que les preuves qui s'accumulent devant eux tendraient à montrer que c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais tous les politiciens, les personnalités médiatiques qui nous ont dit qu'il n'y avait pas d'effet secondaire, ces gens-là, aujourd'hui, peuvent, à mon avis, là encore, il faudrait demander à des avocats, être poursuivis en justice. Parce qu'il y a peut-être des gens qui se sont fait vacciner en leur faisant confiance, et il y a peut-être des gens qui ont des myocardites. Alors peut-être 6% de je sais pas quoi, de machin et tout ça, mais on a menti sciemment. Et donc on noie le poisson, le temps passe, puis on sort des études qui vous expliquent. Alors peut-être qu'il paraît qu'en Aquitaine, mars 2023, il y a une vache qui a fait un AVC. Mais je ne peux pas vous en dire plus. C'est aberrant, c'est aberrant. Donc bref, je voulais finir là-dessus, les amis. On en reparlera si vous voulez demain, mais 17h57, on se rapproche dangereusement de l'heure de la farce tranquille, les amis. Épisode musclé, vous vous en doutez, épisode de retour. Donc plein gaz, plein badin. Les amis, on se retrouve avec la farce tranquille. Je vous mets le lien dans le chat, les copains. N'hésitez pas à partager autour de vous. Vous le savez, vous êtes nos meilleurs relais. C'est grâce à vous que Juste Milieu continue de grandir et que moi, je commence à maigrir. Voilà. Merci beaucoup, les copains. Merci à Greyling27 pour le sub 29e mois. Merci beaucoup, les amis. Que du bonheur, que du plaisir. Soldona, Marcel The Rock, le crash des 6 médecins au Brésil, c'est pour demain, Rémi. On pourra en parler demain, même si je ne vais pas faire de suspense. C'est le genre d'actualité où je n'ai aucune preuve supplémentaire. D'ailleurs, non, on va en parler maintenant, ça va être vite vu. Je n'ai aucun élément supplémentaire, je n'en sais rien. Donc, si tu veux, je pourrais livrer une version, pour le coup, purement complotiste, en imaginant que ces médecins étaient liés à des révélations qu'il fallait les tuer. J'en sais rien. Donc, honnêtement, les copains, on peut en reparler demain, dérouler un petit peu, mais j'ai pas plus d'éléments. J'ai pas envie de servir une version, si vous voulez, pour faire plaisir. J'en sais rien. Vous savez, comme je suis, je préfère vous dire j'en sais rien plutôt que de raconter des trucs pour raconter des trucs. Donc voilà, on en reparlera demain si vous voulez, les copains, mais au moins pas de faux suspense, on est au clair là-dessus. Donc, les amis, merci d'avoir été là. Vous recommencez à être de plus en plus nombreux là. On est 450 sur Twitch en ce moment, bientôt 2000 sur tous les réseaux, c'est que du bonheur. Donc, je vous embrasse, bonne farce tranquille, et puis on se retrouve demain, même heure, même endroit, 16h45 pour le Juste Bistrot. Je vous embrasse, prenez soin de vous, vive la rigolade et vive la France.